d'accord, bah démarrons. Bonjour à tous, donc merci de nous rejoindre pour ce webinaire. On est très heureux de vous accueillir pour évoquer ce sujet passionnant de la fiscalité de l'immatériel. Donc en fait, l'objectif du webinaire, c'est, on va le voir, de prouver, de démontrer que par ce qu'on appelle une approche 360, c'est-à-dire une analyse combinée d'expertise croisée, on peut vraiment piloter sa politique pays et même la transformer en une stratégie fiscale puissante, avec à la clé des économies d'impôts significatives, ce qui par les temps qui courent n'est pas du luxe. Alors le socle commun, vous allez le voir, de nos expertises croisées, c'est vraiment l'OCDE. Avec donc les actions BEPS qui ont été égrenées depuis 2012. Donc sous cet acronyme, beaucoup le savent, BEPS, c'est Base Erosion and Profit Shifting. L'idée derrière ça, c'est véritablement de remettre les choses dans leur bon ordre, c'est-à-dire de faire en sorte d'éviter l'érosion des bases fiscales nationales et de remettre l'impôt là où il doit être. Et donc, l'une des actions, c'est un peu l'objet de ce webinaire, mais pas que, l'une des actions phares de ce programme BEPS, ça a été l'action 5, qui, au terme de laquelle l'OCDE donc, a invité cordialement les États membres à mettre en conformité la législation fiscale, leur législation fiscale interne en matière de pays, ce que la France a fait en 2019. Elle a adopté un nouveau régime après 50 ans de statu quo qui s'appelle le régime Nexus, qui en fait va dans ce sens. Alors Nexus, c'est quoi? C'est le régime du lien, tout simplement parce qu'on va le voir ensuite, il va y avoir désormais, pour pouvoir bénéficier d'un régime d'imposition préférentielle favorable, a priori, de 10%, enfin de 10% quoi qu'il advienne, mais on va voir qu'il y a des conditions. Précisément, l'application de ce régime préférentiel est conditionnée et corrélée aux dépenses de R&D, de recherche et de développement, et conditionnée plus exactement à deux choses: à la qualité de l'entité qui les engage, donc société tierce ou société liée, et au lieu de réalisation de ces dépenses, la France, ou à l'étranger, en ce inclut l'Europe. Alors, pour présenter les différentes briques, c'est un peu comme un Lego en fait, les différentes composantes de cette combinaison d'expertise croisée, vont intervenir Geoffroy Cousin, qui est le CIO de Fidal Innovation, filiale de Fidal spécialement dédiée à l'innovation et qui va intervenir plus spécialement en matière de brevets, ce qui est assez logique puisque le brevet reste l'un des composants phares éligibles à cette fiscalité avantageuse. On aura ensuite le plaisir de voir avec Armand Sarian, qui dirige le CIR chez Fidal, justement les contraintes et opportunités en matière de CIR, une équipe donc composée essentiellement de scientifiques. Et ce point commun, l'interaction, les connexions qu'on peut avoir entre le Nexus et le CIR, c'est bien évidemment, on est à la croisée des dépenses de R&D. Et puis Valentin également, qui co-dirige l'équipe prix de transfert, lui nous donnera sa vision sur les problématiques de flux dans les situations présentant un élément d'extranéité. Donc l'idée de ces différentes briques qui s'agrègent les unes aux autres, comme vous pouvez le comprendre, c'est de voir à chaque fois quelles sont nos contraintes et nos opportunités afin, in fine, de pouvoir déboucher sur la stratégie fiscale la plus efficiente et la plus pertinente compte tenu de la typologie de la société, du groupe, de la nature de ses investissements, de ce qu'elle fait, de plein de paramètres qu'on va ensuite évoquer. Et puis, on aura le grand plaisir pour nous accompagner d'avoir Maïté Mélé-Olivier, qui est la directrice fiscale de Criteo et qui va pouvoir intervenir en nous donnant une vision à la fois plus pratique et technique sur ce sujet. Voilà, donc le titre, les contraintes et les opportunités à saisir. Donc, je commence à dérouler les slides, si j'y arrive. Voilà, alors, c'est toujours les petites contraintes techniques. Non, voilà. Donc, on va passer rapidement parce que le but, c'est pas de vous abreuver d'informations. De toute façon, ce support sera ensuite circularisé, donc vous l'aurez entre les mains.
Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, l'immatériel a pris une importance très significative dans la valeur des entreprises, et pas que les entreprises. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de représentants dans le domaine notamment des équipements ciment, dans le domaine de la cosmétologie, de la pharmacologie. C'est un petit peu, quand on parle de R&D, les idées reçues qui viennent des éditeurs de logiciels ou autres, mais en réalité, toute entreprise aujourd'hui, même des banques, même des engage souvent des dépenses de R&D, soit directement, soit indirectement. Et donc, l'immatériel est présent finalement sur toute entreprise. Dans toute entreprise. On voit qu'entre 75 et 2017, il y a eu quand même une augmentation dans la valeur du poids des entreprises immatérielles. On est passé de 17% à 84%, ce qui illustre parfaitement l'importance de l'immatériel. Alors, les brevets, je vais laisser la parole à Geoffroy. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Pour rappeler, donc, Fidal Innovation, nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle, en fait, intégré au sein de Fidal. Et donc, dans le cadre de cette présentation, il semblait opportun de rappeler en quelques minutes, en fait, les caractéristiques des droits de propriété industrielle qui sont concernés par ces aspects, pour planter un peu le décor, en fait, des droits qui génèrent des revenus, en fait, qui sont ensuite imposés. Un des premiers principes, en fait, qu'il faut rappeler, c'est que on est sur un principe le plus souvent de dépôt, c'est-à-dire que vous devez faire des démarches administratives, en fait, pour protéger vos créations, à l'exclusion, en fait, du droit d'auteur. Je vais pas m'étendre sur le droit d'auteur ce matin, mais qui est aussi concerné, en ce qui concerne les logiciels, par ces aspects. Et pour tous les autres actifs qui sont concernés, il faut faire ces démarches administratives. Une des contraintes du système des brevets, et que d'ailleurs Maïté nous faisait remonter dans la préparation de la conférence, c'est que la demande de brevet, elle va être publiée et qu'elle doit contenir des informations qui sont très intéressantes pour les gens qui vont la lire. D'une part parce qu'on doit répondre à l'exigence juridique de suffisance de description. Donc, on est obligé qu'une personne qui lit la demande de brevet soit capable de reproduire l'invention, ce qui est un peu frustrant quand on veut protéger une invention parce que le secret semble une arme aussi très, très utile. Et aussi parce que quand on dépose une demande de brevet, pour préparer au mieux l'examen, on ne sait pas forcément de quelles informations exactement on aura besoin pour obtenir le brevet, et donc ça nous amène à décrire des choses qui sont susceptibles d'être utiles. Tout ce qu'on n'a pas décrit ne pourra pas être utilisé par la suite. Ensuite, cette demande de brevet qu'on a déposée, il faut rappeler que le système des brevets est un système territorial, il n'y a pas de brevet mondial, et qu'il y a un timing très strict, en fait, pour protéger son invention par brevet sur différents territoires. Donc, c'est pas 10 ans plus tard, quand on veut délocaliser une usine de Russie en Ukraine, qu'on peut régénérer un brevet en Ukraine si on l'a pas fait dans les temps. C'est fini. Et tous ces brevets, au point 4 du document ici, ces brevets ils sont indépendants et donc ils vont avoir des vies indépendantes pour une même invention initiale, que ce soit au Japon, en Chine, en Russie, etc. Si tu peux remonter au slide précédent qui vient de... Alors, attends, j'ai un petit problème. Excuse-moi. Voilà, merci. Donc, une fois qu'on a fait ces démarches de dépôt, il y a un principe d'examen, c'est-à-dire que chaque administration, de manière indépendante, va examiner le caractère brevetable et chaque administration a ses critères propres. Et donc, ça va générer des résultats qui peuvent être distincts selon les pays, puisque les brevets sont indépendants. Et donc, cette phase d'examen, elle peut durer un certain temps. Elle peut durer 2 ans. En France, en tout cas avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte, elle peut durer 5 ans. Elle dure parfois 10 ans et dans des cas extrêmes, elle dure encore plus longtemps, ce qui est d'ailleurs souvent utilisé comme une arme aussi pour les demandeurs, pour les détenteurs de droits. Et puis, si je peux te couper, Geoffroy, oui. C'est là où Maïté nous disait que précisément en fonction de la nature du business de l'entité, justement, ça pouvait paraître un petit peu long. Maïté, tu nous Oui, exactement. Oui, exactement. Donc, Criteo, c'est une société de technologie. Donc, la technologie, l'algorithme chez nous évolue extrêmement vite. Donc, l'obtention d'un brevet qui peut prendre parfois jusqu'à 10 ans, c'est beaucoup trop long puisque on met
met à jour notre algorithme 7 fois par jour. Donc, on en est à la 70 millième mise à jour. Donc, autant vous dire qu'à chaque fois, on fait des développements. Et donc, une protection obtenue au bout de plusieurs années, ça n'a aucun sens dans un secteur qui avance beaucoup plus vite que la protection. Et par ailleurs, c'est vrai que en tout cas dans cet univers, quand on voit aussi les GAFA, il n'est pas market practice de déposer des brevets. En tout cas, l'idée, c'est justement, en tout cas, la force de notre entreprise, c'est d'avoir un algorithme plus puissant que les autres et prédictif pour justement faire du marketing à la performance. Donc, on n'a pas du tout envie, aussi pour le secret des affaires, de divulguer des parties. Alors après, ce qui pose d'autres problèmes de protection exactement avec les patent trolls et autres qui peuvent exister derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que dans la tech, on ne dépose pas beaucoup de brevets et c'est pas la protection la plus adaptée. Donc, pour le coup, le logiciel est plus adapté parce qu'on n'a pas un gros dossier à faire. Il faut documenter en interne. Et auparavant, on avait les inventions brevetables qui sont restées pour les pour les PME. Et c'est vrai que pour le coup, les inventions brevetables, c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup plus avant, mais qui n'existe plus maintenant dans le nouveau régime. Voilà, outre les PME, exactement. On voit que, en fait, selon les industries, que ce soit le logiciel ou le médicament ou le train d'atterrissage, effectivement, on va avoir des problématiques qui sont assez distinctes. Et même dans le logiciel, on constate qu'il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être brevetées, qui peuvent être mises en œuvre pendant 20 ans. Mais effectivement, il faut prendre bien ça en compte dans la décision de protéger, de quoi protéger, et de bien déterminer quels outils complémentaires sont utiles en fait pour la protection. Comme indiqué au point 9 ici, en fait, selon les sujets, on a le brevet, mais on va aussi avoir du droit d'auteur dans le domaine du logiciel. On va avoir le modèle dans le domaine des objets, je dirais, de grande consommation. On va avoir le certificat d'utilité qui a été renforcé et qui est disponible dans certains pays, etc. En tout cas, ces brevets, en fait, ils définissent des monopoles que vous êtes libre d'utiliser vous-même ou de donner, d'autoriser d'autres à utiliser, et ce qu'on par des systèmes de licence qui peuvent être plus ou moins complexes. Et donc, c'est ces revenus de licence en fait qui vont être imposables et qui sont discutés plus tard. Pour finir très rapidement donc sur le système des brevets, comme je disais, en fait, une des problématiques, c'est que le système est dynamique, comme indiqué au point C ici, puisque en fait tous les jours votre portefeuille de brevets va évoluer à cause d'une notification du Japon, à cause d'un abandon aux États-Unis, à cause, je dirais, d'une modification du produit, et que du coup, une bonne protection des inventions passe par un effet portefeuille, puisque vous allez avoir en fait une myriade de brevets qui vont protéger vos produits, et que chaque brevet va potentiellement protéger aussi un très grand nombre de produits, et que ce mapping il va évoluer pendant plusieurs années, ce qui demande en fait des besoins en traçabilité qui sont importants. Et puis le dernier point, comme illustré ici au point E, c'est que aujourd'hui ces portefeuilles de brevets ils sont issus de partenariats très souvent, puisqu'on a de plus en plus, je dirais, recours à de l'open innovation ou à des partenariats avec des tiers. Et donc il y a la question aussi du partage de valeur de cette propriété qui se pose de plus en plus. Donc, comme vous l'avez compris, là, nous sommes passés sur les brevets et les contraintes et opportunités qu'on peut voir en matière de brevets, donc qui est un enjeu très important, puisque le brevet, comme on y reviendra ensuite, c'est un des éléments phares éligibles au régime d'imposition favorable au régime Nexus. Je laisse la parole maintenant à Armand, qui lui va nous parler des contraintes et opportunités, donc des zones de flexibilité et des zones où c'est moins flexible en matière de crédit d'impôt recherche, qui est pour le coup une expertise à la croisée également des dépenses de recherche et de développement, et donc complètement en interaction, en connexion avec le régime Nexus. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, on va voir dans cette partie quelles sont les caractéristiques communes qui existent entre le crédit impôt recherche, le CIR, et le régime de l'IP Box. Il y a des caractéristiques qui sont communes et je vais les énoncer en commençant par celles qu'on peut présenter comme étant des contraintes inhérentes au CIR.
Le premier principe est celui d'un critère de territorialité qui existe dans le domaine du crédit impôt recherche, qui concerne essentiellement l'Union européenne et l'espace économique européen, mais pour un certain nombre de dépenses. Et on s'aperçoit que pour ce qui concerne l'API, le critère de territorialité, lui, n'existe pas, puisqu'on peut exposer des frais de brevet, quel que soit le pays où ces dépenses sont exposées. Avec un point qui est intéressant, c'est que pour pouvoir exposer des frais de brevet dans le crédit impôt recherche, il y a une jurisprudence récente qui nous dit que l'entreprise qui va exposer dans son crédit impôt recherche des frais de brevet doit être détenteur de la propriété intellectuelle. Donc là, il y a une incitation à localiser ou à relocaliser l'API dans le pays du déclarant, hein, au crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'effectivement, pour que je puisse exposer mes frais de maintenance et mes frais de brevet, eh bien, je dois être détenteur de la propriété intellectuelle. Et là, c'est une règle qui rapproche de celles qui sont émises par l'OCDE dans le cadre du BEPS. Deuxième critère, il y a des critères d'éligibilité technique. On parle dans le régime de l'IP-Box de dépenses éligibles et les dépenses éligibles font référence à des critères stricts qui sont émis par l'administration qui définit des critères d'éligibilité technique pour le crédit impôt recherche et également le crédit d'impôt innovation qui est une composante récente depuis 2013 du crédit impôt recherche et qui concerne là les dépenses d'innovation à la différence du CIR qui concerne plus les dépenses de R&D. Et donc, l'application de ces critères sont souvent un peu éloignés des habitudes de reporting technique et scientifique des entreprises, mais c'est un critère d'éligibilité qui peut être commun également à celle du régime de l'IP-Box. Troisième point, c'est celui du contrôle fiscal et de la justification. Le crédit d'impôt recherche est exposé à un risque de contrôle. L'entreprise déclare son crédit d'impôt recherche et elle doit ensuite justifier l'ensemble des projets et des dépenses qui sont déclarés dans le cadre du CIR. Ces contrôles sont de plus en plus rigoureux et obligent l'administration, et là je passe au point 4, à adopter donc des procédures de sécurisation pour qu'elle puisse justifier le montant de son crédit d'impôt. Et ces procédures de sécurisation garantissent un petit peu et sécurisent les montants qui sont exposés dans le CIR ou bien dans le cadre de l'IP-Box, le montant de la fiscalité réduite sur les redevances de frais de brevet. Pour les opportunités, alors, pour les opportunités, le CIR fonctionne depuis son origine comme une incitation à développer de l'activité R&D en France. Donc, si on développe une activité R&D, ça signifie qu'on incite à créer des actifs dont les frais de propriété intellectuelle, d'ailleurs, sont en partie financés par le CIR et qui permettent de générer des flux de revenus qui peuvent être considérables et qui pourront bénéficier donc de cette fiscalité réduite sur les frais de brevet. Et là, on y reviendra, Armand. Là, on Oui. est complètement en phase en matière, Maïté peut aussi le confirmer, en matière de régime Nexus, puisque effectivement, en matière de régime Nexus, on va se retrouver avec potentiellement une assiette du produit imposable au taux réduit des côtés, une assiette réduite, si précisément on a des dépenses de R&D qui ne sont pas réalisées en France, ou si elles ne sont pas réalisées en France, il faut que ce soit par une société tierce. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette volonté dans le cadre du nouveau régime depuis 2019 de rapatrier en fait tout ce qui est dépenses de R&D en France. Maïté, je ne sais pas Oui. si tu… Oui, exactement. Comme j'avais déjà un petit peu expliqué, ça faisait quand même plusieurs années qu'on bénéficiait en France, sous l'ancien article 39 ter des sièges, d'un régime d'imposition réduit à 15% sur l'ensemble des revenus tirés de la propriété intellectuelle détenue en France, quand bien même elle avait été développée à l'étranger. Ce qui voulait dire qu'on pouvait avoir un centre d'innovation, un centre de R&D en France pour une partie, un centre de R&D ailleurs aux États-Unis par exemple, et on pouvait néanmoins bénéficier sur 100% des revenus qui étaient rapatriés en France de redevances
de ce taux éligible, ce qui n'était pas tout à fait cohérent et pas en ligne avec justement les principes OCDE, prix de transfert, où il faut quand même aligner la substance et le revenu sur les actifs présents. Donc, clairement, il y avait une déconnexion entre les deux, ce qui n'était pas non plus tout à fait normal. Il y avait quand même là un petit hiatus. un petit régime favorable en France. Et donc, effectivement, la France a été tenue de se conformer au régime Nexus qui était déjà appliqué par tous les autres pays. Il restait l'Italie et la France qui n'avaient pas intégré cette approche Nexus. Donc, c'est vrai que par rapport à ses confrères européens, on avait un avantage, même si, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un régime qui attire des sociétés étrangères en France, qui les conserve, oui, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de groupes étrangers qui viennent uniquement pour ça, parce que par ailleurs, il y a des charges sociales qui sont assez élevées, il y a d'autres aspects qui peuvent un peu décourager, ou que l'Irlande est peut-être un peu plus sexy à cet égard. Mais donc, effectivement, c'est un alignement. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un alignement par rapport aux règles aussi prix de transfert, d'avoir les charges au même endroit que sont les ressources, au même endroit qu'est l'actif et donc le revenu imposable. Oui, c'est le régime du lien. Une Voilà. corrélation totale entre Exactement. les… Ouais. Donc, si je continue, le deuxième point concerne le fait que le CIR concerne un spectre d'activité très large qui va de la R&D à l'innovation et qui est tout secteur confondu. L'IT, l'énergie, absolument aucune limitation, et que dans ce spectre d'activités, autant d'activités qui rentrent, qui sont communes au régime de l'IP Box, c'est-à-dire que ce qui est générateur de brevets et de redevances sur les frais de brevets est aussi large que les activités qui sont retracées dans le domaine du crédit impôt recherche. Troisième caractéristique commune, c'est qu'il y a un socle de références qui est commun, avec des références qui sont définies par l'OCDE. L'ensemble des activités R&D et des dépenses R&D sont codifiées dans deux manuels, le manuel de Frascati pour la R&D et le manuel d'Oslo pour les dépenses d'innovation, au niveau de l'ensemble des pays membres. Donc là aussi, on a un référentiel commun qui facilite les contrôles et qui facilite également la justification, puisqu'on se réfère à des notions qui sont communes, quel que soit le pays. Enfin, si j'en viens plus précisément aux similitudes qui existent entre les deux dispositifs du crédit impôt recherche, C2I et de l'IP Box, on s'aperçoit que il y a des assiettes de calcul des dépenses qui sont proches, qui ne sont pas complètement similaires, mais qui sont proches, qu'il est possible d'obtenir au niveau de l'option souhaitée, c'est-à-dire que je retrace mes dépenses au niveau d'un actif en particulier ou d'une classe d'actifs. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on a un principe de traçabilité des dépenses, on peut adapter cette traçabilité au niveau que l'on souhaite, actif ou classe d'actifs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des dispositifs qui sont cumulables, avec une documentation qui peut être justificative, qui peut être commune et qui peut être utilisée et adaptée pour le CIR comme pour l'IP Box. Voilà, pour les points communs qui justifient que le CIR a sa place dans ce régime. Absolument. Alors, je laisse maintenant la parole à Valentin qui va nous parler donc lui aussi de ses contraintes et opportunités dans ce contexte. En matière de prix de transfert, Maïté a déjà évoqué un petit peu justement l'alignement sur les prix de transfert. Valentin? Oui, merci Pascal. Oui, je vais aller dans le sens de Maïté. Alors, je vais faire une présentation courte, ce qui est déjà une forme d'antiphrase dans ce genre de situation, mais je vais quand même revenir sur ce qu'est un prix de transfert, parce que je sais qu'aujourd'hui, on a un public qui est assez varié, pas toujours familier avec cette problématique. Un prix de transfert, c'est le prix auquel se font les échanges pour les sociétés qui appartiennent à un groupe et qui sont établies dans deux pays distincts. Et quand je dis les échanges, ce sont tous les échanges. Alors, on pense spontanément aux produits, on pense spontanément aux services, parfois un petit peu moins spontanément aux incorporels. Mais les incorporels, lorsqu'il y a un flux entre deux sociétés du même groupe établies dans deux pays distincts, c'est un prix de transfert. Et c'est un sujet majeur de vigilance de la part des administrations. Armand parlait des contrôles en matière de CIR, on a énormément de contrôles en matière de prix de transfert.
Et souvent, la question des incorporels est une question qui est abordée par les administrations fiscales. C'est un sujet majeur de vigilance et c'est un sujet majeur de redressement. C'est un sujet majeur de redressement. Le premier cas emblématique en matière de prix de transfert, c'est GlaxoSmithKline. C'est des milliards de redressements pour des problématiques d'incorporels aux États-Unis. L'année dernière, on a encore eu un cas Coca-Cola, pareil, sur les incorporels, plusieurs milliards de dollars de redressement. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça arrive. En France, on a une jurisprudence sur les incorporels du 23 novembre 2020, une jurisprudence Ferragamo où justement était disputée cette question de savoir qui devait supporter les coûts liés aux incorporels. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ce matin que Droit Fiscal, donc la revue, publiait les commentaires du rapporteur public. Et je ne pense pas que ce soit le rapporteur public qui le dise ainsi, mais c'est présenté dans le Droit Fiscal comme une décision qui complète la liste des nombreuses pratiques qu'il faut neutraliser. Et c'est sous un chapitre fraude et évasion fiscale. Donc on voit tout de suite incorporel, ça va créer cette vision dans l'esprit des administrations. Pourquoi? En fait, historiquement, il y a quelques contribuables qui ont créé des structures qui sont des boîtes à incorporels sans substance et qui percevaient des revenus. Évidemment, ces sociétés établies dans des pays à fiscalité extrêmement privilégiée, voire nulle. Et c'est exactement ça qu'on cherche à combattre. Pascal, si tu peux revenir juste sur le slide précédent. Pardon. En fait, le CDE, elle a créé, alors moi je vous le présente comme une contrainte, mais en réalité, elle a réintroduit du bon sens dans l'analyse des prix de transfert et du droit à percevoir le revenu lié à l'exploitation d'un incorporel au sein d'un groupe. Alors, si vous voyez le dessin, en fait, le dessin, j'ai fait plusieurs cercles, et celui qui a le droit de capter le revenu d'un incorporel, c'est celui qui va consolider la plupart des fonctions de mise au point, d'entretien, de protection, d'exploitation et de maintenance. On utilise souvent l'acronyme DEMPE en anglais, pour D-E-M-P-E, pour la traduction en anglais de chacune de ces mots. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire pour avoir le droit de percevoir le revenu d'un incorporel, mais il faut en faire la plupart, ou au moins exercer le contrôle sur la plupart de ces fonctions. Et donc, c'est celui qui va être là, à la croisée des chemins, au centre, qui va être fondé à percevoir ce revenu. Donc, c'est du bon sens, en fait. Alors, petit clin d'œil pour mes amis juristes, la protection juridique est vue par le CDE comme n'étant pas ce qui a le plus de valeur et ce qui n'est pas forcément prépondérant dans l'analyse. Donc voilà pour l'analyse au niveau des contraintes, si je puis m'exprimer ainsi, mais il y a aussi des opportunités. Les opportunités, c'est qu'un prix de transfert, et ça c'est clairement écrit dans le CDE, ce n'est pas une science exacte. Et c'est d'autant moins une science exacte qu'en fait, le prix de transfert doit refléter un prix de marché. C'est ça qu'il faut définir. Quand on définit un prix de transfert, c'est un prix de marché. Or, on sait que des entreprises placées dans des situations similaires vont pouvoir convenir de prix qui sont différents. Ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on peut, par exemple, et de façon tout à fait légale, conformément aux règles fiscales, maximiser le prix de transfert, peut-être pour bénéficier en opportunité d'un régime fiscal plus favorable. Si on va à la slide suivante, on voit que tout ça, c'est une analyse. C'est une analyse qui doit être cohérente avec l'analyse en matière, évidemment, de propriété industrielle, comme l'a dit Geoffroy, quand même, pour savoir qu'est-ce qui est protégé, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga en matière de prix de transfert. C'est aussi important pour l'analyse en termes de CIR et de Nexios sur lesquels on reviendra. Donc, il faut vraiment une cohérence pour présenter, comme le disait Maïté, là où est créée la valeur ajoutée, là où elle est contrôlée pour avoir le droit à percevoir ce revenu. Cohérence dans l'analyse pour éviter que l'administration fiscale tire elle-même parti des incohérences qui existeraient. Cohérence dans la documentation, puisque en matière de prix de transfert, beaucoup de contribuables sont assujettis à une obligation documentaire, tout comme on doit documenter en matière de CIR ou de Nexus. Et pour les contribuables qui ne sont pas assujettis à cette obligation documentaire, il est quand même toujours préférable de faire une documentation. Donc j'insiste sur cette notion de cohérence. Sur les opportunités, je vais repasser la main à Pascal et Maïté qui vont développer l'opportunité d'avoir des incorporels en France. Alors, on va justement passer au nouveau régime, enfin nouveau, il date quand même maintenant de 2019, mais c'est ce qu'expliquait Maïté, c'est-à-dire c'est l'alignement de la France sur ses petits camarades européens. Donc en intégrant dans notre législation interne l'approche Nexus,
En gros, on vous permet de bénéficier d'un régime d'imposition favorable, vous serez taxé à 10%, alors pas sur tous les actifs, c'est ce qu'évoquait Valentin précédemment, il y a une sélection des actifs à faire. Essentiellement aujourd'hui, on va dire les deux grands actifs concernés sont les brevets et les logiciels protégés par un droit d'auteur, mais pas que, il y a les certificats d'utilité végétale, il y a aussi indirectement les procédés de fabrication, si on peut les adosser directement ou indirectement à un brevet. Donc, il y a quand même beaucoup d'actifs qui peuvent être éligibles à cette nouvelle approche, sauf que pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle fiscalité attractive, on va dire l'attraction du régime Nexus, elle est conditionnée, comme je le disais en préambule, aux dépenses de recherche et de développement, et plus exactement à qui les a engagées, sociétés liées ou sociétés tierces, et où ont-elles été engagées en France ou à l'étranger, et même en Europe. En Europe, c'est pour le coup, c'est pas bon. C'est-à-dire, alors quand je dis que c'est pas bon, on va pas revenir sur la formule qui est une formule un petit peu complexe, mais schématiquement, on va avoir des produits taxés à 10%, c'est optionnel, et l'assiette qu'on peut taxer à 10% va être dégradée, va être réduite en fonction d'un ratio qu'on appelle le ratio Nexus. Et ce ratio, il est intégralement déterminé en fonction justement de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire des dépenses de R&D et de qui les a réalisées et de où elles ont été réalisées. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est toujours la même, hein, c'est le socle dont parlait Armand, c'est de remettre vraiment les bases taxables là où elles doivent être et d'éviter les entités sans substance, les boîtes à IP qui sont pluguées dans des États avec une fiscalité plus qu'avantageuse, alors même que les redevances seraient payées depuis la France et déduites au taux de droit commun en France. Donc, en fait, on aurait la charge, on écraserait la base fiscale nationale et on n'aurait pas les produits. Ce qui est un petit peu, comme l'évoquait Maïté tout à l'heure, totalement injustifié. Donc là, c'est un rappel de la formule. Je vous laisserai la voir c'est vraiment ces deux slides. Ça reprend vraiment la procédure du régime Nexus. Mais on va y revenir ensuite puisqu'on va justement voir les contraintes et les opportunités. Juste un petit commentaire sur la formule quand même. Ils ont été un peu cléments dans la mesure où ils ont fait un uplift de 30%. Oui. Là, on voit qu'on peut avoir quand même un peu de R&D ailleurs et qu'on peut néanmoins avoir un ratio Nexus à 100% grâce à tolérance. Voilà, cette tolérance de 30%. Donc, c'est quand même pas négligeable. On s'est battu pour l'obtenir et c'est quand même quelque chose qui joue à plein quand on doit déterminer son coefficient de ratio Nexus. C'est vrai que la sanction n'est pas immédiate. On peut voilà, c'est ça. On peut quand même avoir un petit peu dans cette limite de 30%. Après, ce qui est embêtant, c'est plutôt quand on a des acquisitions, parce qu'on doit rajouter aussi les IP acquis. Ça se dégrade aussi, mais en tout cas, on peut quand même saluer ce 30%. Alors, c'est d'ailleurs une des questions que je t'avais posées, Maïté. Moi, j'avais trouvé quand même extrêmement drastique et tu l'avais justifié notamment avec cette tolérance de 30%, le fait que aujourd'hui, la dégradation de mon assiette, une fois de plus, c'est un régime optionnel, donc on est libre, hein, c'est pas parce qu'on a des actifs éligibles ou une famille d'actifs éligibles qu'on est obligé de rentrer dans ce régime, mais on serait bête de ne pas le faire parce qu'il propose quand même un taux d'imposition qui est de 10%, alors qu'aujourd'hui, en 2021, le taux de droit commun est de 26,5%. Mais c'est vrai que l'assiette peut être dégradée par le ratio Nexus, y compris si les dépenses de R&D sont faites hors de France, en Europe. Et je me disais, en Europe, c'est quand même assez, pour le coup, sévère et ça risque d'ailleurs d'entraîner par la suite peut-être des contentieux au titre de la liberté de circulation, de la liberté d'établissement. Et toi, tu voyais pas forcément, tu disais pas que c'était pas sévère, mais que déjà, il y avait cette tolérance de 30%. Ouais. C'est vrai que je pense que si on réfléchit à une échelle mondiale et pas uniquement européenne, par rapport à la libre circulation des capitaux ou des personnes, ça c'est des notions plutôt européennes. Par exemple, pour nous qui avons un centre de R&D aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de rationnel à avoir des dépenses là-bas et un revenu 100%
imposés en France à un taux réduit, alors que la moitié des développements étaient réalisés à l'étranger. C'est vrai que quand on vit la situation, on réalise bien la limite qu'avait l'ancien système. Alors, on était bien heureux de l'ancien système, hein, surtout que à l'époque, quand même, à peu autre chose près, le brut était égal au net. C'est-à-dire qu'on avait que sous l'ancien 39 TRDSS, on avait uniquement à déduire les frais de maintenance des brevets. Donc, en gros, c'était vos honoraires de conseil d'avocat en pays, peut-être le salaire de quelques personnes qui gèrent les intercos chez vous avec un prorata. Enfin bref, en tout cas, c'était vraiment mineur. Donc, on peut dire que clairement, le brut était égal au net. Ce qui n'est plus Aujourd'hui, le cas. pas du tout, parce qu'aujourd'hui, avec les frais à déduire, il est évident qu'on n'arrive pas du tout à la même base imposable. Après, il y a un effet taux, parce qu'avant, c'était 15, maintenant, c'est 10. Donc, on a moins d'assiettes, mais un taux plus bas. Donc, l'un dans l'autre, on peut quand même s'en sortir. Ce qui est difficile par rapport aux charges à déduire aussi, c'est qu'il y a une mention dans le BOFIP où ce sont les charges, la nature des charges à déduire sont celles du crédit d'impôt recherche, un renvoi au crédit d'impôt recherche. On parle de la nature et pas du montant. Ce qui veut dire que normalement, vous devez détourer aussi dans vos charges de CIR et pour voir s'il n'y a pas des charges dedans dans le CIR qu'il faut enlever parce qu'elles n'ont pas un lien direct avec de l'IP, notamment tout ce qui est frais de fonctionnement et autres. Et vous devez aussi regarder s'il n'y a pas des charges en dehors du CIR qui auraient un lien direct avec de l'IP aussi. Donc, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'avant, alors qu'avant, les charges étaient très facilement identifiables. Et donc, ça, c'est sûr que ça s'est clairement, ça s'est complexifié de manière importante. C'est pour ça que toutes les sociétés ne vont pas opter pour ce régime, dans la mesure où le calcul à réaliser, la documentation à obtenir, c'est quand même un gros investissement de la part de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que là, on évoque plusieurs briques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut faire une étude pertinente, il faut faire toutes ces briques. On peut pas. Le Nexus est une brique en fait du Lego global. On peut pas en fait conseiller valablement en Nexus sans avoir fait l'étude CIR. Non, et en plus, c'est vraiment pour le coup un exercice complètement transverse dans l'entreprise, parce que vous devez être en lien avec vos ingénieurs, avec votre département juridique d'IP, avec le contrôle de gestion pour avoir les coûts, pour avoir le revenu, pardon, la R&D pour voir les familles de produits. Donc, c'est vraiment un travail, on ne se sera jamais autant parlé département par département. Plus qu'analytique. Ah oui. Là, c'est vraiment, il y a tout à construire tous ensemble. Donc, c'est vraiment un investissement de tout le monde. Alors, justement, cette slide-là, surprenamment, je reviendrai à la fin si on a un peu de temps, parce que le but, c'est de vous laisser également un peu de temps si vous avez des questions. Justement, on a un peu déjà effleuré avec Maïté les contraintes et opportunités du Nexus. La première contrainte, ça va être d'identifier clairement les actifs de l'API qui sont susceptibles de bénéficier du taux d'imposition favorable, puisqu'une fois de plus, c'est optionnel, mais encore faut-il que l'actif en question soit éligible. Alors, ça peut paraître comme ça totalement facile, mais par exemple, Maïté qui évoquait son cas tout à l'heure avec ses familles d'algorithmes, etc., c'est pas forcément évident de pouvoir déterminer selon l'actif en question s'il est ou non éligible au régime du Nexus. Oui, déjà, il faut arriver à les identifier parce que il y a des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus facile que d'autres, notamment en pharma. Ils ont par molécule, ils ont un brevet, donc ils ont un suivi beaucoup plus facile, notamment des charges et des revenus pour cette molécule. Nous, par exemple, entreprise de technologie, on a un ensemble qui constitué aggloméré constitué de beaucoup de logiciels et de brevets, des bouts de brevets dedans. Il a fallu qu'on coupe, en fait, on sépare notre algorithme en modules techniques et chaque module étant assimilé à un logiciel pour nous, et c'est-à-dire qu'un ensemble de lignes de code et d'éléments capables une fonctionnalité capable de fonctionner de manière indépendante par rapport aux autres. Et ça, c'était pas en lecture directe. Il a fallu faire ce travail avec des workshops et avec la R&D pour trouver cet élément. Et en plus, autre élément important, c'est que c'est immuable. Après, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vos familles, une fois que vous les avez déterminées, vous ne pouvez pas les changer. Donc, ça veut dire aussi que dans la vie d'une entreprise, il faut se projeter en se disant, OK, quel est le produit qui va, enfin, en tout cas, l'IP qui va rester
dans le temps de manière importante. On peut en rajouter des sous-familles, mais c'est quand même, une fois que vous vous lancez dans la détermination des familles, vous n'allez pas pouvoir changer vos familles 3 ans après. Donc, d'un point de vue, c'est pas non plus facile pour l'entreprise puisque les produits évoluent, l'offre évolue et malheureusement, les familles pour lesquelles vous avez opté, non. Absolument, on va le voir ensuite d'ailleurs dans l'une des contraintes, c'est que l'option, on a le droit d'opter, mais une fois qu'on a opté, si on désopte, on ne peut pas rentrer dans le régime Nexus. Donc la décision de gestion, parce que c'est une décision de gestion qu'évoquait Maïté, est cruciale. Alors, au-delà d'identifier les actifs éligibles, il y a un autre problème qu'on a déjà effleuré et qui d'ailleurs se pose, on va le voir ensuite sur la slide suivante, aussi bien du côté produit que dépenses. Il faut identifier les dépenses de R&D et comment les affecter. C'est-à-dire qu'on va avoir des actifs ou des familles d'actifs qu'on va vouloir faire entrer dans le panier Nexus. Pour autant, on est d'accord qu'à la fin, on va taxer un revenu net, comme le disait Maïté, qui n'est pas autre chose que des produits, moins des dépenses. Donc, il faut pouvoir rattacher à l'actif ou à la famille d'actifs les dépenses qui correspondent réellement à cet actif ou à cette famille d'actifs. Donc, il y a vraiment un travail très pointu d'affectation, de traçabilité des dépenses de R&D et qui, dans le cas qu'évoquait Maïté, où on a des algorithmes qui se superposent, des agglomérations, des actifs agglomérés, peut s'avérer extrêmement complexe. Geoffroy m'a évoqué plusieurs fois, et j'adore cet exemple, la brosse à mascara de L'Oréal, qui est le composite de plusieurs brevets. Et pareil, où il faut distinguer des dépenses de R&D qui sont rattachables à chaque partie, En fait, c'est extrêmement compliqué. Et puis ensuite, je l'ai déjà évoqué, une fois qu'on a réussi ce travail plus qu'analytique, il y a une autre problématique qui est de voir, alors c'est peut-être finalement presque plus simple, mais en tout cas, il faut faire l'exercice, par qui ces dépenses de R&D ont été engagées? Par la société en France directement, ou est-ce qu'elles ont été engagées par une autre société? Et si oui, est-ce que cette société est liée et étant hors de France? Auquel cas, comme on l'a vu, le revenu net que je suis censé pouvoir taxer à 10% va potentiellement être dégradé. C'est-à-dire que si on a un revenu de 1000, eh ben, c'est peut-être que 80% ou que 70% de ce revenu qui pourra bénéficier d'une imposition favorable de 10%. C'est ça le ratio Nexus. C'est le pourcentage du revenu que je pourrais taxer in fine à 10%, avec quand même la tolérance qu'évoquait Maïté de 30%. Détermination des produits. On a la problématique de traçabilité aussi bien du côté des dépenses de R&D, mais également des produits. Et pour déterminer un revenu, il faut bien des produits également. Ça, c'est peut-être, je peux laisser Valentin en dire un mot, notamment, je crois que dans la pratique prix de transfert et les flux, dans le cadre des situations internationales que tu rencontres souvent, il n'y a pas un distinguo qui est fait selon finalement... il y a un peu une rémunération, on va dire, forfaitaire, pour être un peu schématique et résumé. En fait, ce qui va se passer, c'est que, en théorie, la méthode de prix de transfert appellerait peut-être une différenciation en fonction des différents produits qui sont licenciés. Mais en pratique, comme on va toujours tomber sur le même taux de redevance, on ne va pas forcément distinguer entre différentes licences, et même pas forcément entre le brevet et le savoir-faire. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire des raccourcis, et c'est vrai qu'en prix de transfert, on est un peu spécialiste des raccourcis. Oui, c'est vrai. Donc, il va falloir, effectivement, tout ça va appeler ce qu'on appelle un peu des clés de répartition, et c'est ce que Maïté évoquait à juste titre tout à l'heure, une action plus que concertée avec tous les services de l'entreprise, une action très transverse en fait, pour arriver au plus juste à affiner les produits, les dépenses, les actifs, et voir ce qu'on peut faire entrer dans le Nexus, et est-ce que c'est pertinent de le faire. L'autre contrainte, on l'a déjà évoqué, on ne va pas y revenir, c'est le rapport d'assujettissement, bien évidemment. Alors, les opportunités, c'est un régime finalement optionnel, on vient de le dire, mais qui est totalement donc sur mesure, parce qu'on n'est pas obligé d'y aller. Mais pour autant, une fois qu'on dit qu'il est sur mesure, il n'est pas pour autant à la carte. Déjà, parce qu'on l'a évoqué il y a 2 minutes avec Maïté, l'option, elle n'est pas modulable. Une fois qu'on a décidé de faire entrer un actif ou une famille d'actifs dans le régime, il faut se projeter, comme Maïté l'évoquait justement, parce que si on veut faire marche arrière, ben on peut sortir, mais on ne pourra plus rentrer. Donc, c'est pas anodin.
C'est sur mesure parce qu'effectivement, on peut aussi prendre en compte la qualité de l'actif éligible. Si c'est un actif qui finalement ne draine pas des flux considérables, n'est pas très significatif au sein de l'entreprise, l'économie d'impôt, parce que derrière tout ça, c'est quand même des économies d'impôt très significatives qu'on cherche à faire gagner au groupe et à l'entreprise, n'est pas forcément au rendez-vous, donc on va peut-être pas mettre l'artillerie lourde, faire l'analyse transverse très lourde qu'évoquait Maïté, juste pour quelques flux qui sont anecdotiques à l'échelle de l'entreprise ou du groupe. De même, on va avoir l'opportunité justement de ne pas faire entrer, et Maïté avait également évoqué les actifs négatifs, tu peux en dire un mot, de ne pas faire entrer dans mon panier Nexus, dans mon option, des actifs que moi je qualifie de toxiques, c'est-à-dire des actifs justement qui sont totalement corrélés à des dépenses de R&D, pour le coup faites exclusivement par des sociétés liées situées hors de France et qui donc vont avoir un impact très négatif sur mon assiette potentiellement taxable à 10%. Ouais, alors je pense qu'il y a deux éléments pour les actifs, pour savoir si on compte les faire rentrer ou pas dedans. Il y a l'élément que tu viens de dire, Pascal, c'est-à-dire si on a une famille d'actifs ou un IP qui a été très largement développé à l'étranger, elle va avoir un ratio effectivement d'assujettissement qui sera bien inférieur à 100%. Et donc là, on peut se poser la question de savoir si c'est intéressant ou pas. Et un autre cas qui existe aussi, c'est quand on a un produit, par exemple, qui démarre, une nouvelle offre, qu'on a plus de charges que de revenus, parce qu'au démarrage d'investissement, vous avez, en tout cas nous, pour un nouveau produit, on a beaucoup plus d'investissements R&D que encore de revenus générés. Et donc là aussi, vous avez donc un déficit dans cette famille d'actifs que vous devez, au lieu d'avoir un revenu, et donc tant que vous êtes en déficit, la question se pose aussi de savoir est-ce que j'opte ou pas. C'est des actifs négatifs. Ouais. Exactement. Le problème, c'est aussi qu'il y a quand même une recapture des coûts dans le passé limitée à 2 ans, mais si vous n'optez pas, si vous n'avez pas opté en 2019 et que vous optez ultérieurement, vous avez quand même cette recapture des coûts du passé. Et donc, c'est vrai que par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est on avait 4 familles d'actifs. On a opté pour 3 seulement la première année parce que la quatrième était en partie réalisée à l'étranger et en plus déficitaire, puisque c'était un nouveau produit. Cette année, il est bénéficiaire, donc on a opté pour ce produit, mais on avait déjà dans le calcul fait le traçage des coûts du passé. Donc, on ne l'avait pas fourni dans la documentation pour l'administration, mais on l'avait déjà. Donc, c'est vrai que la contrainte de faire rentrer des familles au fur et à mesure, c'est cette recapture des coûts du passé, parce qu'on vous demande d'avoir une documentation a posteriori qui n'existait pas à l'époque. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a cette possibilité, mais en tout cas, en 2019, quand le régime est entré en vigueur, on vous demandait de documenter des éléments de 2017, alors qu'à cette époque, le régime n'existait pas. Donc, vous n'avez pas forcément gardé trace de ça. Absolument. Alors d'ailleurs, tu viens de l'évoquer, donc c'était une des opportunités, alors qui pour le coup, tu as raison, en 2019 était un peu parce qu'on découvrait, mais maintenant on est rodé, donc enfin on est rodé. On sait que il faut avoir cette finesse analytique au sein de l'entreprise pour permettre cette traçabilité. Et donc, c'est vrai que l'une des opportunités, c'est au-delà de la tolérance des 30%, c'est la tolérance, le bornage qui a été mis en place pour ne pas remonter aux calendes grecques et pouvoir, en fait, quand on détermine notre ratio Nexus, ne pas avoir à remonter aux dépenses de R&D depuis l'origine, mais pouvoir borner à 2 ans. Donc, s'agissant de 2019, c'est 2017, 2020, c'est 2018, c'est 2018-2019 est l'année en cours, et 2021, c'est 2019. Alors après, j'aurais tendance à dire, quand on sera en 2026, là, il faudra remonter de toute façon à 2019. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, la dernière opportunité, alors c'est un peu étrange de le dire comme ça, mais c'est la vérité, c'est que ça reste une option. Donc, au jour d'aujourd'hui, rien n'empêche déjà d'opter ou de ne pas opter. Et même si on a un revenu, mais qu'on a des déficits reportables au taux de droit commun, de préférer utiliser ces déficits reportables au taux de droit commun et de les imputer, d'écraser le revenu qui aurait été éligible au taux de 10% par des déficits au taux de droit commun. C'est totalement autorisé. Voilà. Donc, en fait,
alors, le rapport d'assujettissement, enfin, c'est une autre opportunité, excusez-moi. Le rapport d'assujettissement, il est modulable. Alors, ça veut dire que quand on a un rapport d'assujettissement qui est vraiment très, très dégradé et qui est vraiment pas top, on a toujours la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un ratio de remplacement de 32,5%. Mais en réalité, c'est pas si évident que ça parce que c'est subordonné à un agrément. Moi, je ne l'ai pas encore vu en pratique. En plus, l'agrément doit être demandé au moins 6 mois avant la clôture. Bon, donc, c'est une tolérance. Il faut savoir que ça existe. Mais c'est assez… c'est pas du tout immédiat et automatique. Il faut faire la demande auprès de l'administration fiscale et il faut, et j'avais aussi interrogé Maïté là-dessus, démontrer en fait que mon ratio que j'aurais obtenu normalement est significativement, est très dégradé parce que il existe une circonstance qui est totalement exceptionnelle, indépendante de ma volonté. Alors Maïté m'avait répondu à juste titre, c'est la Covid-19, la circonstance exceptionnelle par exemple. Mais c'est vrai que même dans le BOFIP, ils n'ont pas tellement clarifié ce point sur ce qu'ils entendaient par circonstances exceptionnelles. Ouais, je connais personne autour de moi qui s'en soit… Prévalu ou servi. Exactement, Ouais, moi exactement. non plus. Il faut savoir que ça existe. Voilà, donc en fait, ça c'est une petite synthèse, mais on va passer très vite. De toute façon, comme je l'ai expliqué, le support vous sera transmis. C'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, en réalité, comme c'est vraiment les briques d'un Lego et qu'il y a quand même toute une série de critères à combiner pour voir quelle va être la meilleure approche, la meilleure stratégie fiscale du groupe ou de la société. On ne peut pas aller voir un groupe, une société et lui faire une sélection d'actifs, toute une analyse purement Nexus, sans voir ce qui se passe du côté du CIR, qui est à la croisée des dépenses de R&D, sans voir également les implications que ça peut avoir en matière de prix de transfert, sans voir également ce que ça peut avoir également sur la politique pays, plus juridique du groupe. Ça peut entraîner en effet des orientations juridiques au niveau de la gestion de la propriété intellectuelle au sein du groupe. Il y a d'autres implications fiscales, on l'a vu. Ça va avoir également un impact sur les déficits ordinaires du groupe. Il y a des implications sociales, je l'avais évoqué avec Maïté, parce que bien évidemment, quand on choisit d'extraire de sa base fiscale au taux de droit commun certains revenus pour les taxer à 10%, ce n'est pas anodin sur la participation salariale, ça va mécaniquement avoir un effet sur la participation des salariés. Donc, on voit que finalement, c'est transverse au sein de l'entreprise en matière d'analyse, mais c'est également très transverse en matière d'expertise. Il faut en fait vraiment superposer les briques pour réussir à faire émerger la stratégie fiscalo-juridique la plus pertinente et la plus efficiente. Voilà, donc l'objectif de tout ça, c'est quoi à la fin? C'est avoir des économies d'impôts très significatives pour le groupe, sachant que, comme l'a évoqué Armand tout à l'heure, on peut combiner les mécanismes. Ce n'est pas parce qu'on fait du CIR qu'on n'a pas le droit de faire du Nexus. Tout ça est totalement… ça interagit, c'est totalement connecté. Qui dit qu'on fait des économies d'impôts, qui dit que bien évidemment ça permet une sorte d'autofinancement, ça permet de dégager de la trésorerie. Ça permet également cette approche combinée d'expertise croisée de sécuriser juridiquement le business model existant ou de démontrer que ce business model est peut-être plus totalement efficient, le modèle des patent box ou les modèles préexistants, et donc peut-être de passer à autre chose et dans la foulée de revoir sa politique prix de transfert ou de refondre certaines choses. Voilà, alors tout à l'heure, j'ai évoqué une slide sur laquelle je suis passée très vite. Il faut juste que vous ayez conscience que aujourd'hui, on parlait de la déductibilité des redevances, c'est pas totalement imbriqué avec le régime Nexus. Les redevances que la société, une société française verse à l'étranger sont normalement déductibles, c'est des charges comptables et c'est déductible du résultat fiscal au taux de droit commun, sauf qu'également dans la loi de finances pour 2019, à côté de la mise en place du régime Nexus, il y a une autre mesure qui est intervenue et qui a prévu de limiter la déductibilité de ces redevances si ces redevances sont versées par une société française à l'étranger, à une société liée, hors de France et hors d'Europe, hors de l'Union, enfin de l'espace économique européen, dans un État où, le taux d'imposition sera
inférieur à 25%, et 2, qui n'aura pas lui-même transposé le régime Nexus. Ce qui veut dire que concrètement aujourd'hui, si on prend le cas des États-Unis, c'est un pays, un État, les États-Unis n'ont pas transposé aujourd'hui, ne sont pas Nexus compliant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un régime qui répond aux normes de ce que l'OCDE considère être un régime non dommageable fiscalement. Donc, les États, tout confondus, ont jusqu'au 30 juin 2021 pour se mettre en conformité avec le régime Nexus. La question reste ouverte. Qu'est-ce qui va se passer pour les États qui ne l'auront pas fait, et quid donc des redevances que la France versera post-30 juin 2021 à des États qui ne seront pas Nexus compliant et dans lesquels les produits seront taxés à un taux en deçà de 25%. Donc, je voulais attirer votre attention pour ceux d'entre vous qui ont des redevances versées en dehors de France et de l'espace économique européen et dans des États qui potentiellement pourraient avoir des effets dommageables, on va dire, assez rapidement. Voilà, donc je ne sais pas si Maïté, Geoffroy ou Armand ou Valentin ont quelque chose à ajouter, sinon on est bien évidemment là pour répondre à vos questions. Non, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que globalement, la France est quand même bien pourvue en mesures relatives à l'innovation, parce que quand on cumule le crédit d'impôt recherche et cette patent box, globalement, c'est quand même un régime extrêmement intéressant. Attractif. Exactement, très attractif, et on n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays européens qui ont des régimes similaires. En plus, sans être pointé du doigt sans être stigmatisé comme si on était en Irlande, puisque la France n'est pas du tout connue pour être un paradis fiscal. Donc, voilà, donc du coup, ça c'est quand même un avantage. Après, la seule chose que je mettrais un peu en perspective, c'est la future réforme OCDE qui sont en train de nous rédiger, parce qu'on parle quand même d'un impôt minimum dans le pilier 2 de l'OCDE. Et donc, aujourd'hui, les chiffres qu'on connaît, c'est plutôt un impôt supérieur à 12,5%. Donc, quid du taux de 10% de cette patent box? Est-ce qu'ils vont l'augmenter si jamais l'OCDE a adopté un taux minimum de 12,5 ou 15%? Voilà, moi, je me pose juste des questions sur la pérennité du taux de 10% compte tenu de ces réformes-là. Surtout qu'on pouvait lire là dans les Échos récemment que ce qui bloquait pas mal l'OCDE, c'était les États-Unis. Ah, là, ils proposent 21, les États-Unis, voilà. avec la réforme Biden à 28. Donc là, c'est effectivement, le taux monte. Donc, plus on s'éloigne de 10, plus on peut s'attendre peut-être à ce qu'il remonte un peu le taux en France. Oui, parce que Biden, notamment, a supprimé le rebate, enfin l'abattement de 50% sur la fiscalité des incorporels pour faire remonter le taux mécaniquement. Pour autant, le régime tel qu'il est aujourd'hui n'est pas encore un régime qui s'est mis en conformité avec ce qu'on appelle un régime Nexus au sens où l'entend l'OCDE. Non, mais là, on parle vraiment plus globalement d'un nouveau régime de la fiscalité internationale de demain. Donc du coup, bon, après, ce ne serait pas mis en place tout de suite. Je pense qu'il faut attendre encore un projet, que ce soit adopté, les transpositions. Donc, on a encore quelques années devant nous. Mais bon, on peut quand même se poser la question de la pérennité du taux. C'est vrai, absolument. Voilà, donc on est totalement à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir, sachant que, je me répète, le support va être circularisé. Donc voilà, après, je pense qu'à la fin du support, vous avez nos contacts. Donc si vous avez des questions à nous poser ou maintenant, enfin, on est là pour ça. C'est qu'on a été parfaitement clair. Claire et dans le timing. Comment? Claire et dans le timing. Absolument. Donc, si personne n'a de questions, on va du coup vous laisser vaquer à vos occupations. Et on est très heureux d'avoir partagé cette expertise avec vous et on remercie Maïté d'avoir… Merci à vous de m'avoir invité. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on reste à votre disposition ou si vous avez des questions offline à poser, vous avez nos mails et nos coordonnées, vous pouvez nous joindre. Je vois dans le chat que l'un des participants ou une participante plus exactement demande si elle peut aussi recevoir le replay
Donc Alors, là, on verra avec la communication comment on fait pour mettre à disposition. je sais que ça a été enregistré. Ça a été enregistré, donc voilà. Effectivement, je pense que tout est à disposition. Et n'hésitez pas à nous envoyer un email si vous souhaitez, soit si vous n'avez pas reçu le support, soit si vous souhaitez effectivement le replay, enfin, si vous avez des questions. On est là pour ça. Eh ben, nous vous souhaitons tous une agréable journée et puis voilà. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.